Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un feuilleton qui était prévisible depuis quelques semaines parce que sa non-prolongation à la Juve est très probable, mais la rumeur s'est amplifiée ces derniers jours, nourrie par une déclaration du joueur lui-même. Je parle d'un retour d'Adrien Rabiot au PSG, beaucoup de supporters donnent leur avis, c'est assez tranché, comme d'habitude on va d'un extrême à l'autre et encore plus avec Rabiot parce que dans les analyses, il y a souvent des sentiments de la rancœur qui s'expriment. Ça dépasse un petit peu le terrain. Vous connaissez tous l'histoire qui lie le Duc au PSG, son club formateur. Alors comme d'habitude, on va essayer de peser le pour et le contre, faire dans la nuance et surtout l'objectivité pour donner notre avis sur ce dossier. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques mais d'excellente qualité. Il y a la boutique bien sûr, mais j'aimerais m'arrêter avant sur leur groupe WhatsApp qui est dans la description. Vous pouvez le rejoindre, ça vous coûte rien. Et ils font très souvent des tirages au sort pour vous faire gagner des maillots que vous pouvez personnalisé avec flocage et tout ça, et que vous recevez chez vous donc gratuitement. Si vous voulez faire directement vos emplettes, il y a la boutique, maillots de tous les clubs, sélection nationale, vintage, rétro, NBA aussi, des équipements de Formule 1, les survêtements de tous les clubs bien évidemment, et des délais de livraison assez raisonnables d'environ 3 semaines à des prix très bas, comptez une trentaine d'euros pour un maillot floqué, sans compter les réductions qui sont quand même très souvent présentes. Là par exemple, jusqu'au 16 mars, vous avez un maillot offert pour 2 achetés, 2 offerts pour 4 achetés et 3 offerts pour 6 achetés. Toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et merci à eux, c'est eux qui réglent. Allez, on va commencer avec la déclaration d'Adrien Rabiot lui-même. Il l'a faite lors du dernier rassemblement de l'équipe de France il y a quelques jours. C'était pour Le Figaro. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se trouve dans un article payant. Du coup, la majorité des gens n'y ont pas eu accès, se sont référés aux médias qui l'ont relayé. Le problème, c'est que ces mêmes médias ont pris que la partie qui les intéressait et qui leur permettait de faire un storytelling Rabiot de retour au PSG. Ce qui fait qu'on a vu beaucoup d'articles avec des titres « Rabiot ouvre la porte à un retour à Paris », alors que la réalité de la déclaration est tout autre. Et que surtout, ces dernières semaines, en fait, le retour de Rabiot à Paris, il est entretenu par les supporters qui en parlent entre eux, par la déclaration du joueur, si on veut l'interpréter comme tel, mais en réalité, il n'y a pas d'information fiable qui est sortie et qui va dans ce sens. Bref. Revenons sur la déclaration. Donc Rabiot a dit « Il ne faut rien s'interdire, je laisse les portes ouvertes, c'est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. » Ça, c'est la phrase qui a le plus tourné. Bien évidemment, elle est ambiguë et on peut dire « Avec ça, il ouvre la porte au PSG. » Mais ce que la majeure partie des médias ont oublié de souligner, c'est ce qu'il dit ensuite. D'abord, il revient sur son aventure au PSG en disant « Je suis passé à autre chose, je me sens bien en Italie. » C'est quand même assez fort. Et en tant qu'homme, ça me plaît de voyager, découvrir d'autres cultures. Bon, pour faire très court, j'ai l'impression que c'est la première ligue qui l'attend. Voilà. Maintenant, c'est un milieu qui fait une grosse Coupe du Monde, une grosse saison dans un contexte collectif très compliqué à la Juventus. Et clairement, il est en surperformance par rapport à ses standards à lui et par rapport au collectif qui l'entoure. Après un été mouvementé, un énième, parce qu'on rappelle qu'il devait partir, que la Juve avait donné son aval, mais qu'il y a eu volte-face au tout dernier moment. On ne sait pas trop de qui, peut-être sa mère, voilà, selon certains médias. Et aujourd'hui, il se retrouve en fin de contrat, donc au 30 juin prochain. Visiblement, à la Juve, on n'est pas vraiment enclin à céder à ses exigences, parce que quand il a signé son contrat là-bas, il était libre, il a eu une grosse prime à la signature et un salaire, je crois, qui est de 7-8 millions net par an. C'est quand même colossal et il a la possibilité de le revoir encore à la hausse au vu de sa saison et des intérêts en première ligue, qui est un championnat où on ne bégaye pas à te donner 10 millions de salaire. Pas de problème là-dessus, en plus de la prime à la signature. Bon, Mbappé en a fait l'éloge en conférence de presse. Il a dit que c'était un joueur arrivé à maturité. Bien évidemment, au vu de sa situation, de la situation économique du PSG, que certains en parlent, développent des arguments pour son retour, je l'entends. On peut s'installer, on peut débattre. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Il est assez tranché. Et il ne se base pas sur
de la rancœur ou quoi que ce soit. Je vais le développer, bien évidemment. Ok, il fait une grosse saison, j'ai aucun problème à le dire. Il a un énorme volume de jeu, volume de course. Au duel, il est très bon dans les airs, il en impose. Quand il met par exemple son pied entre le ballon et l'adversaire, en général, il repart avec le ballon parce qu'il est très solide sur ses appuis. Il se projette bien, comme il court beaucoup, il se retrouve très souvent en position de frappe. Je crois qu'il a marqué 9 buts à la Juve cette saison, des buts importants, un doublé contre le Maccabi. On l'a vu aussi en équipe de France, très bien se projeter, équilibrer ce côté gauche composé de Théo et Kylian Mbappé, et avec le ballon, afficher de la personnalité par moment. Bien évidemment, il lui reste quand même quelques défauts au-delà du fait qu'il surperforme dans un contexte. Alors à la Juve, c'est pas un contexte favorable, mais fin de contrat en juin, saison de Coupe du Monde, je pense que ça fait déjà 2 éléments qui font que c'est une saison un petit peu à part pour lui personnellement. Avec ballon, c'est que mon avis, c'est un joueur qui pour moi n'a jamais dégagé grand-chose en fait. C'est pas quelqu'un qui me donne les tripes. Pour faire une comparaison, je parlerai de Camavinga. On l'a vu encore une fois contre l'Irlande, donc là Deschamps disait qu'il le voyait comme un latéral gauche, au final il était en sentinelle. On rappelle qu'à l'été 2021, il voulait venir chez nous, Camavinga, pas de problème. Rennes, ok, applique un tarif PSG au mois de mai, c'est ce qu'il faut signaler. Au mois de mai, Rennes demande 100 millions. Mais la réalité, c'est qu'au 15 août, ils sont pris à leur propre jeu. Et sur la chaîne, on le disait dès le mois de juin. Attendons la fin du mercato, bien évidemment, Rennes va baisser son prix. Et c'est ce qui s'est passé. Le Real l'a eu à 30 millions. Alors pour nous, si vous voulez rester dans votre logique de tarif PSG, si ça vous fait plaisir, ça aurait peut-être été 40. Mais il les valait en fait. C'est quelqu'un qui avait 17 ans, grosse personnalité, et techniquement plus soyeux, plus décisif, plus joueur de rupture qu'Adrien Rabiot, qui apparaît assez neutre. Alors évidemment, tout ça, quand il fait des mauvaises performances, c'est mis en exergue. Mais même quand il est au top de sa forme, j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui a des qualités un petit peu partout, mais qui n'excelle pas dans un domaine en fait. C'est un très bon joueur partout, mais pas un classe mondiale sur un domaine en particulier. Ce qui fait que j'ai quand même du mal en fait à l'imaginer déjà rester au niveau qu'il affiche cette saison, parce que bon, c'est quand même un niveau de très très grand joueur. Mais pour ce qui est de la Ligue des Champions et de la durée, j'ai quand même quelques doutes. Comme je l'ai dit, ses qualités techniques, je les ai toujours trouvées très surcotées. Alors bien évidemment, ces derniers temps, il a progressé, hein, c'est pas le Rabiot de 2019. Mais contre des blocs bas, par exemple, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à faire des retours en arrière. Le jeu sans ballon, par moment, c'est un petit peu compliqué. Il ne fait pas assez de prise d'information. Beaucoup de gens disent qu'il est nonchalant. Évidemment, d'un point de vue physique, bon, l'analyse facile, c'est de dire il joue quand il veut. Si tu veux pousser, il est nonchalant aussi par sa prise d'information. C'est quelqu'un qui va avoir les yeux focalisés sur le ballon plutôt que son environnement, qui, lorsqu'il va recevoir le ballon, ne connaîtra pas les positions de ses différents partenaires parce que justement, voilà, il n'est pas assez mobile dans son regard, dans sa prise d'information. Il peut aussi couper certains circuits de passe entre ses partenaires de par son placement. À la perte de balle, pareil, se retrouver un petit peu à contretemps, dans une mauvaise zone. Alors, peut-être que j'en fais trop, hein. Je mets en avant ses défauts parce que je ne suis pas pour son retour. Ok, il a évidemment des qualités. Voilà. Bien sûr, voilà, à la Coupe du Monde, il a été énorme. Un milieu qui gagne des duels, on en a besoin avec nos Vitinha et Fabian Ruiz. On ne peut pas mentir, en fait. Voilà. Mais il n'y a pas que ça qui conditionne le dossier Adrien Rabiot. Parce que on rappelle quand même que c'est un petit peu quand il veut. Hein, mon côté complotiste ressort par le fait que c'est une saison Coupe du Monde et fin de contrat pour lui. Bizarre qu'il se réveille. Je vous rappellerai et je vous réinviterai à regarder son match contre le Napoli en phase de poule en octobre 2018, le 2-2 avec un but de Di Maria à la dernière seconde.
Là, Rabiot fait un match atroce. Je pense que vous regardez ce match et après, vous êtes vacciné, vous voulez plus de son retour. Donc comme je disais, bon, physiquement, excellent joueur, peut-être un petit peu nonchalant. Techniquement, attention, c'est quelqu'un qui est assez neutre, un reproche que beaucoup lui ont fait. Pourquoi ? Parce que intrinsèquement, en fait, et je pense que même lui s'en est rendu compte, il joue pas au-dessus de ses qualités. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu limité dans la progression du ballon, même si pas de problème, il est capable de le porter, parce qu'il court beaucoup en fait. Les gens vont me dire, oui, mais il marque des buts par rapport à Verratti. Il marque des buts parce qu'il court inlassablement et se retrouve en position de marquer. Après, bon, marquer, tirer, faire le dernier geste, c'est un geste qui requiert une certaine technique. Mais d'un milieu de terrain, on attend aussi des passes en rupture, pas que des passes rapides, dont Rabiot, des passes faciles dont Rabiot est assez friand. Bon, refaire l'histoire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, même si c'est quand même à prendre en compte. On rappelle qu'en 2019, il part. Alors, il y avait des torts partagés, hein, bien évidemment, du côté du joueur qui avait des exigences assez folles. Hein. Je rappelle qu'en 2017, on fait partir Matuidi pour lui faire de la place. Janvier 2018, on recrute Lassana Diarra, vrai sentinelle. Je rappelle que ce mec-là, Diarra, on le fait venir des Émirats. Et on lui demande de jouer au PSG niveau de Ligue des Champions tout de suite. Parce qu'un mercato hivernal, c'est tout de suite. Surtout avec un joueur qui, à l'époque, avait passé la trentaine. Encore un recrutement pourri, vous me direz, mais pour satisfaire Rabiot, pour lui permettre de jouer relayeur, parce que c'était dans ses exigences de prolongation. Pas jouer numéro 6 et recruter une doublure à Thiago Motta pour justement lui permettre à Adrien Rabiot de jouer en relayeur sur la durée. Après le match contre Manchester, il like le fameux post de Patrice Evra où il insulte Jérôme Rotten, après avoir fait le zouave dans les tribunes du parc et agacé le PSG. Rabiot va en boîte de nuit, ce qui provoque une mise à pied pendant 6 jours. La prime d'éthique du mois de mars-avril, je crois, le PSG lui enlève. Mais après, la Ligue donne raison à Rabiot et demande au club finalement de lui verser les 40 000 €. Bon bref, donc le joueur a sa responsabilité, les exigences avec sa maman, pas de problème. De l'autre côté, si le joueur veut pas prolonger, il n'y a pas mort d'homme en fait. Tu vas pas le mettre au placard juste parce que il ne veut pas prolonger. Il y a eu des torts partagés aussi de la part du club. On rappelle aussi qu'à l'été 2018, Barcelone était sur le coup. Je crois qu'il propose une 40aine de millions d'euros. Antero Henrique trouve ça ridicule et refuse l'offre pour au final se retrouver à faire partir Rabiot pour 0 €. Là, t'es vraiment la queue entre les jambes. Parce que sur ce dossier 2019, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui a rapporté le plus à qui ? Rabiot au PSG ou le PSG à Rabiot ? Et là, je pense que la réponse, elle est très claire. C'est le PSG à Rabiot, en tant que club formateur. Et surtout avec ce contrat libre qui lui a permis de signer quand même dans un club de standing à cette époque, hein, la Juve. Et puis on rappelle qu'il avait aussi plein de top clubs européens. Hein. Il ne va pas à la Juve par défaut. Il avait aussi Manchester United par exemple. Grosse prime à la signature, gros salaire. Le PSG qui lui avait donné du temps de jeu, qui quand même a fait le sacrifice, comme je disais, Lassana Diarra, Matuidi, et aussi Rabiot. Franchement, c'était un chouchou de Nasser Al-Khelaifi. Quand on parle de République des joueurs par Nasser, je pense que Rabiot, c'est un des premiers que tu peux citer sous l'ère QSI. Donc je pense que le club était prêt à satisfaire quand même pas mal de ses exigences. Maintenant, si elles étaient folles, Antero a voulu entrer en conflit, pas de problème. Mais voilà. Pour ce qui est de la réalité sur ce dossier 2019. Et puis, je rappellerai quand même plein d'autres choses. Il ne veut pas jouer 6. Voilà, l'histoire Matuidi, Lassana Diarra. En équipe de France, Coupe du Monde 2018, il refuse d'être réserviste. France-Bulgarie, rappelez-vous, quand N'Golo Kanté se blesse et sort à la demi-heure de jeu, Rabiot rentre, il fait une entrée pourrie en tant que sentinelle du coup, parce qu'il doit remplacer N'Golo. T'as l'impression que ça le fait chier d'être là. Et en conférence de presse, derrière, il te dit « Oui, c'est parce qu'il fait froid. J'avais peur de me blesser, c'est pour ça que j'ai été nonchalant et que j'ai été mauvais. » Là, voilà, il s'est attiré les foudres, pas que des supporters du PSG en fait, des supporters de l'équipe de France. Avec Zlatan, il y a eu quelques accrochages. France-Suisse, Euro 2021, les embrouilles entre sa maman et les clans Mbappé-Pogba. Sa maman, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Elle sera toujours là. En tant que supporter, c'est logique de se dire c'est un poison pour Rabiot parce qu'elle nous l'a mise à l'envers au PSG. Parce que la réalité aussi qu'il faut dire,
c'est que Rabiot, en 2019, il a fait le choix de partir. Le PSG, à la base, voulait le prolonger et surtout a fait volte-face au dernier moment. Pas de problème, il y avait l'histoire avec Antero de décembre à juin 2019. Mais Antero, il part en juin 2019. Leonardo revient. Et à ce moment-là, ça a été confirmé, reprenez les papiers à l'époque, le PSG fait une offre de prolongation à Rabiot par Leonardo, ce qui paraît logique, sachant que Nasser adorait le joueur. Peut-être c'est toujours le cas. Véronique refuse l'offre du PSG, alors que Rabiot était ouvert à l'écouter et à en discuter. Ça, c'est la réalité. Donc, il a fait son choix, peut-être forcé par son entourage. Évidemment, Véronique, d'un œil de supporter, tu te dis, c'est un poids pour lui. Mais si on se met à sa place, en fait, Véronique, elle a son rôle de mère à assurer, en fait. C'est comme Messi. Les gens, en tant que supporter, tu dis, ouais, faut pas le prolonger. Mais lui, si tu te mets à sa place, moi, je comprends que Messi ne veuille pas prolonger au PSG, en fait. Parce qu'il n'est pas au centre du projet, quand tu viens de gagner la Coupe du Monde, que tu es un des meilleurs joueurs de l'histoire, voir Mbappé prendre toute la place, enfin, même si tu as 35 ans, tu trouves ça bizarre. Des yeux de Lionel Messi. Faut se mettre à la place des gens, en fait. Moi, je me mets à la place de Véronique. Bon, bah écoutez, elle remplit son rôle de mère, en fait. Je vois pas... Enfin, on peut lui en vouloir en tant que supporter du PSG, mais sur son rôle de mère, bon, j'ai l'impression quand même qu'elle le remplit, quoi. Elle est là pour son fils, elle défend ses intérêts bec et ongles, et pour l'instant, des gens diront oui, mais ça a des répercussions sur sa carrière. Bah, écoutez, Rabiot, voilà, aujourd'hui il était à la Coupe du Monde en fin d'année dernière, il joue quand même à la Juve, et là il va se négocier un gros contrat à 27 ans, le contrat de sa vie cet été en fait. Et ça se trouve, il va passer le cap des 10 millions par an dans un top club européen. Est-ce qu'on peut parler de mauvaise carrière? Enlevez votre rancune, arrêtez de parler avec votre cœur de supporter parisien en fait. Maintenant, oui, bien sûr, Véronique, c'est pour moi un point négatif au retour de Rabiot, auquel je m'oppose, je le répète. Je suis contre son retour pour tout ce qui entoure le terrain, mais aussi, j'insiste sur le terrain, je ne vois pas Rabiot s'installer dans la durée, revenir au PSG. On sait tous que c'est un contexte, Paris, qu'il connaît. Voilà, les remariages, c'est difficilement réussi la plupart du temps. Et surtout en 2019, je le rappelle, Leonardo lui propose une prolongation au dernier moment et il décide de partir. Voilà. Donc là, ça, c'est une réalité. Il faut remettre les faits à leur place, tout simplement. Donc je suis contre le retour de Rabiot, malgré sa saison extraordinaire. Le fait qu'il gagne beaucoup de duels au milieu de terrain, ce qui nous ferait du bien. Je trouve qu'avec le ballon, c'est quelqu'un qui dégage pas grand-chose, si ce n'est un petit peu de la neutralité. Bon, son match contre l'Irlande lundi est un bon exemple. Donc j'ai pas envie de refaire avec les mêmes. Je préfère cibler d'autres profils qui excellent techniquement, parce que ok, on peut me dire il faut gagner des duels dans ce milieu, mais avant de parler du jeu sans ballon, il faudrait recruter des joueurs qui ne font pas les erreurs simples que font nos milieux actuellement au club. Voilà un petit peu pour ce qui est d'Adrien Rabiot. Il y a d'autres rumeurs, bien sûr, beaucoup plus concrètes au PSG, comme Manu Koné, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je pense que demain, on parlera de la défense, là, parce que ça fait longtemps quand même que je veux faire ma vidéo sur Kim Min Jae. Je terminerai juste, tiens, sur Mike Maignan. Mike Maignan, je voulais juste donner mon petit avis, parce que ça s'enflamme sur ses débuts en équipe de France. Alors, si tu suis le Milan AC, il te surprend pas, même si tu le regardais déjà au LOSC auparavant, ça te surprend pas. C'est quelqu'un qui sort un nombre énorme de pénaltys, donc pas de problème. La différence avec Lloris se situe ici. Mais enfin, je trouve qu'il y a un manque de respect vis-à-vis de Lloris quand même, qui nous fait de gros arrêts sur les deux Coupes du Monde. Enfin, ça, c'est pas trop le sujet. Moi, ce que je veux, c'est revenir à Donnarumma, parce que les supporters parisiens, comme d'habitude, ils veulent refaire l'histoire. C'est comme ceux qui veulent un retour de Rabiot, qui nous disent « Oui, mais à l'époque, on était en conflit, on l'a mis au placard 6 mois, c'est logique qu'il n'ait pas voulu prolonger. » Leonardo est revenu, il y avait une nouvelle direction, Antero était parti, il y a eu la prolongation, il l'a refusé, il a décidé de partir. Mike Maignan, il ne faut pas refaire l'histoire. Les gens disent « Pourquoi on a préféré Alphonse Areola ?» Mais les gars, Alphonse Areola, c'était champion du monde du vin à l'époque. Et Alphonse Areola, c'est prêt, ils étaient réussis. C'était dans des clubs de Ligue 1, en fait.
Mike Maignan, il avait des soucis de surpoids, il avait des prêts dans des ligues inférieures qui étaient pas très très réussies. Au final, il a eu un très bon rebond et une meilleure carrière probablement qu'Alphonse Areola, pas de problème là-dessus. Mais refaire l'histoire, pour moi, si tu dois la refaire, les regrets se situent sur 2021 et encore. 2021 où tu choisis Donnarumma plutôt que rapatrier Mike Maignan de Lille, parce qu'on rappelle que le Milan AC le recrute que 15 millions à cette époque-là, hein, donc Lille qui est champion. Mais de l'autre côté, Donnarumma, c'était quand même un gardien qui, à la fin de l'année, te prend le trophée Yashin du meilleur gardien en Europe et dans le monde. Donnarumma, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup plus jeune que Mike Maignan. Alors l'histoire de l'axe de progression, je ne vais pas la sortir parce qu'elle m'agace en fait. On sait très bien que, ok, 24 ans axe de progression, mais que ça fait aussi quasiment 10 ans que Donnarumma est dans le game, qu'il a battu des records de précocité sans pour autant derrière vraiment progresser. Moi, cette saison, son jeu au pied, j'en attends quand même encore plus parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait toute la différence avec Mike Maignan, c'est le jeu au pied. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la composure d'un gardien moderne en fait. Cette capacité à être la première rampe de lancement, Donnarumma ne l'est pas. Alors, il y a des choses qui sont à sa décharge. Hein. Évidemment, il concède beaucoup plus de tirs que Mike Maignan à Milan parce que la défense du PSG est clownesque. À la relance, c'est plus compliqué parce que il ne peut pas envoyer des ballons dans les airs. Il n'y a pas de profil physique pour les reprendre. Il est un peu livré à lui-même parce que nos défenseurs manquent cruellement de personnalité à la relance. Hein. Marquinhos, Ramos, cette saison, c'est méconnaissable. Voilà. Même Bichabou ne joue pas sur cette qualité qui en a une pour lui en jeune. Et Danilo, tout Danilo qu'il est, guerrier, machin chouette, techniquement, faut pas le voir plus beau qu'il ne l'est. Donc voilà quelques circonstances atténuantes pour Donnarumma. Je suis persuadé que si on lui met une bonne défense avec des joueurs qui ont un apport à la relance, bon, ses défauts au pied, ils seront un petit peu gommés. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'en 2021, je pense que ça peut se discuter d'avoir fait Donnarumma gratuitement avec, je pense, un sacré salaire de port et des belles primes pour ses agents, plutôt que Mike Maignan qui venait de Lille, qui était quand même formé au club et que tu peux avoir à un prix dérisoire. Moi, je suis vraiment pas contre faire revenir des joueurs du club, même Moussa Diaby en fait. Diaby, s'il faut mettre 70 millions sur lui, mais moi je l'aimais en fait, parce que j'adore ce joueur. C'est typiquement l'ailier droit qu'il nous faut aujourd'hui pour enlever cette monotonie en attaque au PSG. Mike Maignan, c'était le cas en 2021. Et à un prix moindre. Voilà. À la différence de tous les joueurs qu'on voit aujourd'hui associés au club. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour parler justement de la défense. Ciao les amis.